Est-ce vrai, la République démocratique du Congo manque les hommes intelligents pour relever les défis de la RDC? Tout ce que la RDC a, pourquoi il n'y a pas les développements jusqu'aujourd'hui? Est-ce manque d'un capital humain capable à s'adapter à ce que la RDC veut? Sur ces plateaux, pour vous, vous étiez très nombreux à les demander et à les réclamer. Lui, il s'appelle le docteur Noël Tchani Mwadiambita, auteur ou la personne qui a initié ou proposé cette proposition qui fait couler beaucoup d'encre et salive, la loi Tchani des pères et des mères. Il est ici avec nous, enseignant à l'université. Son CV est tellement très long, mais on se limite d'abord à l'appeler Congolais, un vrai patriote. Monsieur Noël Tchani, soyez le bienvenu. Merci de me recevoir ici. Vous voulez qu'on vous présente comment Noël Tchani, docteur, enseignant à l'université, l'homme qui met très mal à l'aise les Congolais, non des pères et des mères, ou comment? Non, je pense que vous pouvez me présenter comme un Congolais de père et de mère, venu tout droit d'Nganajika, et qui met très mal à l'aise les corrompus et les assassins, les criminels. Donc, les criminels économiques, ceux qui ne respectent pas la souveraineté du pays et qui veulent toujours mettre notre pays sous le diktat de l'extérieur. Ces gens-là, ils sont très mal à l'aise quand ils me voient. Voilà. Alors, Monsieur Noël Tchani, d'entrée des jeux, nous allons parler des questions importantes de la nation. On va décrypter les grandes lignes d'actualité avec vous. On va parler de la loi Tchani. La question est que cette loi peut-elle diviser les Congolais? On va en parler. Processus électoral, l'actuelle prévision budgétaire, est-ce utopique? On en parle. Nous devons également parler de la situation sécuritaire de l'Est. Quoi faire pour une solution durable? Qui est derrière les Rwanda et l'Ouganda pour faire saigner les Congos? On en parle avec vous, Monsieur Noël Tchani. Mais avant tout, vous êtes sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation. Donnez-moi un peu la vidéo de Maman Nationale. Elle est propriétaire ou présidente d'une ONG, Excellencia. Avec cette idée, elle prend le distingué, les gens qui ont fait les études avec autant de points, les points importants, pour les envoyer un peu dans plusieurs pays, apprendre pour être utile à la nation. Vous êtes professeur, votre impression par rapport à cette idée? Impression par rapport à envoyer des gens pour aller étudier à l'étranger? Aller étudier pour être capable peut-être avec... Non, moi je suis partisan des investissements massifs dans l'éducation. Nous sommes 107 millions de Congolais. Sur les 107 millions de Congolais, 60% de la population sont constitués des jeunes, c'est-à-dire des gens qui sont à l'âge d'être formés dans des écoles professionnelles, dans des écoles de qualité, dans des universités. Je regarde mon propre exemple. Un petit garçon né à Najika qui a étudié l'école primaire, l'école secondaire à Najika. À la fin de ça, il est envoyé par le gouvernement de la RDC à l'étranger. J'étudie en Belgique, en France, aux États-Unis. Je voyage dans 125 pays différents. Je vois comment le monde fonctionne. Et je retourne aussi ici avec notre vision de comment le Congo devrait fonctionner. Et je pense que j'ai eu cette occasion-là après avoir étudié. Donc, toute initiative qui va dans le sens d'aider les enfants à étudier, elle est louable. Là où je pense nous devrions mettre l'accent, on devrait faire des efforts, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas 10 ou 20 enfants qui étudient, qu'on envoie à l'étranger, mais que l'éducation soit accessible à tous les enfants congolais. Okay. Quand on dit tous les enfants congolais, je veux dire, comme on a parlé de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire et secondaire, il faut que ce soit une gratuité effective, où tous les enfants vont gratuitement à l'école, ou s'ils payent, ils payent des prix raisonnables. Mais quand je dis tous les enfants, ça veut dire tous les enfants congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants quand ils terminent l'école secondaire? On ne va pas trier 10 ou 15 et puis à l'étranger. Il faut ouvrir maintenant les universités congolaises de qualité pour que tout le monde
puissent donc aller dans ces universités en utilisant des mécanismes divers. Moi, les systèmes dans lesquels j'ai évolué, on donne non seulement des bourses d'études aux étudiants qui vont à l'université, mais en plus de cela, il y a d'autres mécanismes tels que le système de financial aid, c'est-à-dire d'aide financière. Aide financière qui peut être donnée soit par les universités, soit par des universités avec l'assistance du gouvernement, ou aussi le système de ce que j'appelle des prêts aux étudiants. Les prêts aux étudiants, on peut développer ce mécanisme-là en ayant un système financier, un système bancaire, où on a des véritables banques, pas de petits trucs là que nous avons aujourd'hui. Okay. Des véritables banques qui seraient tenues par des Congolais, ou des Congolais en partenariat avec d'autres actionnaires extérieurs. Mais ces banques-là, étant des véritables institutions, peuvent faire des crédits aux étudiants qui veulent étudier avec la promesse qu'ils vont rembourser une fois qu'ils ont terminé donc leurs études. Et ces crédits-là peuvent être garantis par le gouvernement. Donc, je suis partisan, moi, d'un package, d'un système qui permette au plus grand nombre, à tout le monde, d'étudier. Mais déjà, l'idée de l'excellencia est louable, parce que vous-même, vous venez de dire si vous êtes le résultat de la bourse. Non, l'idée de l'excellencia, je ne connais pas comment ça fonctionne d'abord pour porter un jugement. Mais je vous dis simplement que je devine qu'il y a très peu d'étudiants qui bénéficient de ça. Ce que je veux, c'est que ça soit élargi pour que tous les enfants congolais aient accès à l'enseignement de qualité. Alors, merci M. Noël Tchani. Moi, j'invite à nous également, nous disons merci. Plusieurs Congolais qui ont bénéficié, ils peuvent être demain les vrais leaders pour aider la République à aller de l'avant. Alors, M. Noël Tchani, on va parler d'un sujet important avec vous. Quelle est l'analyse faites-vous d'abord en général? Vous êtes enseignant à l'université sur la qualité des produits des gens que vous mettez sur la place publique. Non, j'estime que les universités congolaises, les écoles de formation professionnelle, les instituts supérieurs ont un problème de qualité. Okay. Je pense que c'est depuis plusieurs années qu'il n'y a pas eu des investissements sérieux dans le système éducatif. Et par conséquent, aujourd'hui, les produits que nous avons sont le reflet pas de la situation seulement d'aujourd'hui, mais de cette accumulation des problèmes que nous traînons depuis très longtemps. Je donne un exemple. Toutes les universités congolaises, vous pouvez y aller, vous ne trouvez pas des bibliothèques de qualité. Des bibliothèques. À l'université? Beaucoup d'universités congolaises. S'il y a des bibliothèques, ce n'est pas ça que l'on appelle bibliothèque donc dans d'autres pays. Donc si vous trouvez des bibliothèques, vous ne trouvez que quelques petits livres, sinon des livres qui sont trop vieux, sinon on ne trouve que des mémoires qui ont été préparées par des étudiants qui sont passés par là. Donc, au niveau de la recherche, au niveau de la formation, je pense que globalement, le pays a un grand problème de ce côté-là. Donc, les infrastructures ne sont pas de qualité. Les infrastructures, je veux dire donc les salles de classe, les salles de bibliothèque, les salles de conférences, les infrastructures donc ne sont pas, en plus donc des infrastructures scolaires ou universitaires, il y a d'autres accompagnements, les salles de sport, de basketball, tout ce qui va, les réfectoires pour que les étudiants puissent manger. Donc, tout cela, quand vous regardez globalement dans toutes les universités congolaises où j'ai été, je pense qu'il y a un problème qu'il faut régler. Il y a un problème qu'il faut régler, M. Noël Tchani, en disant cela. Donnez-moi la photo de Joseph Kabila Kabange. En disant cela, mais M. Noël Tchani, je me rappelle d'un programme, d'un projet de la révolution de la modernité, des 5 chantiers avec Kabila, ce qui veut dire il a construit un peu partout en République. Comment vous n'avez pas vu? Vous pouvez me montrer ces écoles-là qui ont été construites dans le cadre de ce programme-là? Moi, je ne les ai pas vues. 5 chantiers. Moi, je n'ai pas Révolution vu ça. de la modernité. L'homme a travaillé pour les Congos. Non, je ne veux pas aller sur des programmes de tel individu, tel individu. Okay. Je regarde le système éducatif globalement. Okay. J'ai été, j'enchaîne dans 5 ou 6 universités. Quand je m'en vais dans toutes ces universités, je vois que nous avons un problème d'infrastructure, nous avons un problème d'équipement, nous avons un problème de la qualité des professeurs qui n'ont peut-être pas accès à des formations continues comme il se doit. Okay. Nous avons un problème donc de la qualité de vie des étudiants. Okay. Lorsqu'un étudiant va dans une université du matin au soir, à midi, il doit prendre une pause. Soit il n'y a pas de cafétéria où il peut manger à sa faim,
pour pouvoir avoir de l'énergie afin d'étudier l'après-midi. Mais sous Kabila, je ne veux pas entrer dans les histoires de sous tel régime ou tel régime. S'il vous plaît, quand il y avait le premier ministre Gizenga, il y avait des bourses d'études. Quand il y avait le ministre Mouzitou, il y avait également l'amélioration dans les universités. Quand vous dites que ça fait un long moment que vous constatez que rien n'est fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en contact avec l'histoire de la RDC. Je voudrais vous dire une chose, que cette personne devant vous a été dans plusieurs universités à travers le monde. Donc quand je parle de la qualité de l'éducation, je compare avec ces universités-là. J'ai été à l'université de Liège en Belgique, j'étais à l'université de Grenoble, j'étais à l'Institut supérieur de gestion à Paris, j'étais à l'université de Paris 9 Dauphine, j'étais à Delphi University à New York, j'étais à European University of America à San Francisco, j'étais à l'université de Harvard. Rien que des universités que j'ai fréquentées. Okay. Mais au-delà de cela, j'ai visité l'université de Tuskegee, d'Alabama, de Tokyo University, et ainsi de suite. Donc, quand je regarde des universités globalement à travers le monde, il n'y a aucune comparaison. Et je voudrais aussi vous amener à être réaliste. Okay. Je ne veux pas comparer les universités congolaises avec ces universités dans lesquelles moi j'ai été. Je voudrais les comparer avec d'autres universités sur le continent africain. Il y a un classement qui est fait de toutes les universités africaines. C'est un classement indépendant qui n'est pas fait par Moïchani. Les 200 premières universités africaines. Vous ne trouvez aucune université congolaise. Ça veut dire que nous sommes les damnés de la terre. Les 200 premières universités africaines, il n'y a aucune université congolaise. Vous trouverez des universités sud-africaines, des universités de l'Angola, des universités de la Tunisie, du Maroc, ainsi de suite. Il n'y a aucune université congolaise. C'est-à-dire, prenez toutes les universités congolaises que vous connaissez, il n'y a aucune d'elles qui peut se comparer à ces universités-là. Nous avons un problème de ce côté. Alors, quand on détruit l'éducation ou les systèmes éducatifs, donc les pays sacrifiés, on peut dire que l'ancien régime n'avait pas une bonne politique dans ces secteurs-là. Je voudrais encore une fois de plus éviter de dire tel régime par rapport à tel être, par rapport à tel autre. Je voudrais que nous disions, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait des investissements qu'il fallait dans le système éducatif. Je ne veux pas blâmer un seul régime, mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'éducation est allée en dégringolant d'année après année parce qu'il n'y avait pas d'investissement de qualité. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Le problème, c'est lequel? Comment voulez-vous retenir des professeurs de qualité si vous n'arrivez pas à payer leur salaire à temps et régulièrement? Un professeur d'université, il gagne à peine. À l'époque, d'ailleurs, je pense que d'après les accords de Mboudi, un professeur d'université gagnait environ 2500 $. Aujourd'hui, là, le pouvoir d'achat s'est érodé au point où un professeur d'université gagne environ 1000 $, sinon moins que ça. Comment pouvez-vous retenir un professeur de qualité qui va non seulement enseigner, mais revenir de l'école au lieu d'aller faire des démarches pour trouver de quoi nourrir sa famille? Il va passer son temps, au lieu de faire donc des recherches, il va passer son temps à aller faire des petits trucs pour trouver donc de l'argent afin de nourrir sa famille. Donc, l'investissement dans l'éducation... Créer des syllabus pour vendre aux étudiants et puis avoir un peu de... Un professeur d'université doit être mis dans des conditions telles que il enseigne et quand il quitte l'université, il a le temps d'apprendre et de faire des recherches. Nos professeurs n'ont pas ce temps-là. Pourquoi? Parce que les conditions sociales ne le permettent pas. Encore une fois de plus, je voudrais faire un plaidoyer. Il n'y a aucun pays qui se développe s'il n'y a pas d'investissement de qualité dans l'éducation. Investissement de qualité, ça veut dire non seulement investir dans les infrastructures qui doivent être modernes, mais aussi équiper ces infrastructures-là pour qu'on ait des livres, qu'on ait des matériels qu'il faut afin que les étudiants donc, étudient dans de bonnes conditions. Mais au-delà de cela, il faut permettre aux professeurs d'avoir un système de recyclage, c'est-à-dire des formations continues, qu'ils aillent à l'extérieur dans des programmes d'échange avec des autres universités, qu'ils reçoivent d'autres universités donc ici, qu'ils fassent des recherches, qu'ils publient. Au-delà de cela, il faut payer correctement les enseignants et le personnel administratif qui travaille dans les universités. Qu'on puisse mettre aussi les étudiants dans de bonnes conditions. On a connu un système où tout le monde avait une bourse d'études ici. Je sais que nous avons des périodes difficiles, des périodes budgétaires qui ne permettent peut-être pas tout, mais il faut qu'on fasse un effort de ce côté-là pour mettre et les professeurs, le personnel administratif, mais également les étudiants dans de bonnes conditions afin qu'ils puissent se vouer au travail donc des études qu'ils sont appelés. Alors, M. Noël Tcheni Modian Vita,
je ne fais pas la comparaison pour vous mettre dans des polémiques, mais c'est juste une question. Il y avait un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, on nous dit nous avons un budget de 16 milliards. On suppose qu'aujourd'hui, il y a plus d'argent. Donc, le 16 milliards peut pallier pour que certains problèmes que l'ancien régime avait croisés, aujourd'hui, qui est l'amélioration. Vous êtes quelqu'un vous êtes un économiste, quelqu'un qui a travaillé dans ce secteur-là. Pensez-vous que l'actuel budget aujourd'hui, prévision budgétaire de 16 milliards, est utopique ou réel? Bon, moi, je pense que pour juger du réalisme du budget, il faut qu'on voit les effets sur le terrain. Les effets sur le terrain, c'est-à-dire, si on avait 4 milliards avant et qu'on a 16 milliards aujourd'hui, il faut qu'on se dise, mais il y a tant de problèmes qui sont en train d'être résolus parce qu'on a plus de moyens. Okay. Qu'on a un peu plus de moyens maintenant, on résout ces problèmes-là. Je suis, moi, sidéré, choqué, stomaqué d'entendre que les fonctionnaires de l'État ne sont pas encore payés pour le mois de février. Il y a des sénateurs qui menacent d'aller donc en grève. Depuis 2 mois, on n'a pas eu où il y a des salaires. Alors, et j'ai même lu dans la presse, je n'ai pas la certitude de l'information, j'ai même lu dans la presse l'information qui semble indiquer que le gouvernement essaye d'emprunter auprès même des hommes d'affaires privés, et même parmi les plus sulfurés de la planète, emprunter 70 à 100 millions de dollars pour faire face aux dépenses urgentes et particulièrement les dépenses donc, de fonctionnement, notamment les salaires. Moi, je suis stomaqué. Quand on a un budget et qu'on dit que ce budget-là a été multiplié par 4, on devrait avoir plus de moyens. Mais je crois que ces choses-là, il ne faut pas les affirmer, il faut qu'on les vive. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu que l'année 2022 s'est soldée par un déficit budgétaire de près de 1 milliard de dollars. L'année 2022. Et j'ai entendu que le mois de janvier 2023 s'est soldé par un déficit budgétaire de près de 225 millions de dollars dans la mesure où on a eu des recettes publiques de l'ordre de 500 millions de dollars et des dépenses publiques de l'ordre de 727 millions de dollars. Différence entre les deux déficits publics. Je sais que le budget ne se limite pas simplement aux recettes publiques, dépenses publiques. Il peut y avoir d'autres choses telles que les aides extérieures, les dons, ainsi de suite. Mais tout mis ensemble, il me semble que nous vivons en dessous de nos moyens et que le gouvernement n'arrive toujours pas à nouer les deux bouts du monde. Donc, je pense que notre budget a beaucoup de problèmes. On a un problème de réalisme. Je voudrais clarifier une chose. Je sais que les recettes publiques ne sont pas constantes d'année, de mois en mois. Ce qu'on a connu pour le mois de janvier ne doit pas nécessairement être la même chose pour le mois de février ou au mois d'avril, au mois de décembre. Il peut y avoir donc une évolution en dents de scie en ce qui concerne les recettes qu'on récolte. Mais si on utilise ce mois de janvier là simplement comme étant un indicateur, 500 millions de dollars qu'on a réalisé des recettes publiques, toutes sources d'argent combinées, multiplié par 12, on obtient 6 milliards de dollars à la fin de l'année. J'ai peur que notre budget de 16 milliards soit trop gonflé et qu'il ne reflète pas la vérité. Vous craignez que ces budgets ne reflètent pas la vérité, donc on peut donner raison aux opposants qui disent que le régime en place, c'est un régime de mensonges. Je ne vois pas des choses en termes d'opposants ou de ceci. Moi, je vous parle en tant que technicien. Ok? Si vous voulez interpréter cela, que ceci conforte la thèse des opposants ou de ceux qui sont au pouvoir, moi, je ne suis pas dans tel camp ou dans l'autre. Je suis un technicien devant vous. Je vous dis simplement que mon analyse montre que le budget que nous avons n'est pas réaliste. Je souhaiterais avoir tort. Je souhaiterais que demain, on me dise, mais tu avais tort. Mais basé sur les informations que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas ne pas dire ou tirer la sonnette d'alarme en disant, attention, basé sur les recettes du mois de janvier, 500 millions de dollars, si le rythme actuel continue, nous allons terminer la fin de l'année avec un budget annuel de 6 milliards de dollars au lieu de 16 milliards de dollars. Et si on ne réduit pas le rythme des dépenses, on aura donc un gros déficit. La différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Alors, si on a un gros déficit, la question est de savoir, on le finance comment? Il y a plusieurs mécanismes. On peut émettre des emprunts obligataires au nom du gouvernement et lever des ressources sur le marché public, mais ça contribue à augmenter toujours l'endettement donc public.
on peut aussi faire recours à ce qu'on appelle la planche à billets, en faisant pression sur la Banque centrale pour qu'elle imprime de l'argent, et en imprimant de l'argent, on débarque ça sur le marché. Conséquence, il y aura trop de francs congolais en circulation dans l'économie, moins de devises pour pouvoir soutenir ces émissions monétaires, donc en monnaie locale. Conséquence, dépréciation de la monnaie. Et lorsqu'il y a dépréciation de la monnaie, il faut que les gens comprennent très bien. C'est le public qui perd. Pourquoi? Parce que... Donnez-moi l'image de franc congolais. Pourquoi? Parce que le déficit budgétaire qui entraîne la dépréciation de la monnaie, ça veut dire que les taux d'échange évoluent dans le mauvais sens. On passe par exemple de 1 dollar égal à 2000 francs à 1 dollar égal à 2400 francs, comme on est pratiquement à cette situation-là aujourd'hui. Or, nous importons beaucoup de nos matières, beaucoup de biens d'équipement, mais surtout des biens de consommation de l'extérieur. Ça veut dire qu'en important ces biens-là, les biens deviennent plus chers sur le marché. Or, le public n'a pas toujours le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que son salaire qui est payé en francs congolais ne change pas. Donc, le public va dépenser plus d'argent pour acheter les biens de consommation qui revenaient moins chers avant. Conséquence, le pouvoir d'achat est diminué. Alors, est-ce qu'il y a un problème de la technicité ou il y a un problème de manque de la politique préventive pour que le peuple ne subisse pas ces dangers? Bon, moi je pense que c'est une question une combinaison de tout ce que vous avez dit. La technicité là, ça ne s'acquiert pas simplement comme ça parce qu'on est militant donc de tel parti politique. Ce sont des choses que les gens apprennent au fil des années, au fil des expériences. Mais quand on apprend sur le terrain, on fait beaucoup d'erreurs qui coûtent cher donc au pays. Aujourd'hui, nous avons notre banque, Banque centrale du Congo, mais il y a ceux qui pensent que le problème des Congolais, c'est parce que nous n'avons pas nos propres banques à nous. L'économie des Congolais est entre les mains des étrangers. Je peux avoir la photo de M. Vital Kamerhe. Est entre les mains des étrangers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la tendance? Je vais vous dire une chose. Okay. Laissez-moi le temps de faire passer la loi Tchani au Parlement. J'ai une surprise pour vous. Okay. Un véritable plan pour relancer l'économie. Mais alors là, un véritable plan. Il y avait déjà le plan Marshall c'est le plan Marshall actualisé. Ça va au-delà maintenant de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On ne gère pas un pays comme nous le gérons aujourd'hui là. Okay? Nous avons un problème, on le sait très bien, et je ne sens pas des mesures adéquates pour arriver donc à changer la donne. Par exemple, vous venez de dire, nous avons 15 banques commerciales. Toutes les banques sont des banques étrangères. Qu'est-ce que la RDC fait pour passer de ces banques étrangères à des banques véritablement nationales? Qu'est-ce que la RDC fait pour développer un véritable marché financier local? Pour que, quand on est en situation de déficit budgétaire, on n'a pas besoin d'aller demander auprès des bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux. On peut lever des ressources sur le marché local. Qu'est-ce que nous faisons? Toutes ces questions-là, je les résous ou je donne des réponses dans le plan Marshall rénové, actualisé. Que vous allez proposer à la nation. Toujours dans l'intérêt de votre pays. Je vais le proposer, mais ce sera après que la loi Tchani soit adoptée. Voilà. Alors, il y a une dernière question par rapport à notre économie, le pouvoir d'achat dans le marché, le petit peuple pleure. J'entends. Le petit peuple pleure, mais M. Noël Tchani, vous laissez quand même le peuple mourir du moment que vous pouvez donner l'astuce pour que non, ceux qui je n'ai sont pas là, nous avons un ministre de l'économie. Je n'ai pas d'astuce. Je n'ai pas d'astuce à donner à qui que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes à côté de la plaque. Nous parlons aujourd'hui du pouvoir d'achat de la population comme si quelque chose qu'on peut régler avec une baguette magique. Ça n'existe, ça ne se fait pas comme ça. Pour arriver à améliorer le pouvoir d'achat de la population, il faut, d'une part, reconnaître déjà que nous avons un gros problème. Une économie dans laquelle 90% de la population est au chômage. 90%. 90%. 90% de la population congolaise est au chômage. C'est votre statistique où vous étiez parti chez On vous a donné... c'est tout connu de tout le monde. Allez juste dehors là. Sur 100 personnes que vous rencontrez, 90% sont au chômage. Ils vagabondent comme ça pendant toute la journée. Ils n'ont pas de travail. Ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller. 90% au chômage. 90% au chômage. Ça veut dire ce qui est concordant d'ailleurs avec les statistiques officielles utilisées. Ça veut dire que 90% de la population se trouve dans la pauvreté. Quand on est pauvre et qu'on n'a pas du travail, vous voulez qu'on puisse améliorer le social comment?
Le social des Congolais ne peut être amélioré que si on crée du travail pour absorber ces 90%. Mais quand on crée ce travail-là, il faut que le salaire que la personne va recevoir soit stabilisé. C'est-à-dire qu'on lui garantit la stabilité du pouvoir d'achat. Dans notre cas ici, je ne connais pas s'il y a un salaire minimum au Congo. On en parle. Toute personne qui travaille gagne un salaire. Mais ce salaire-là ne reflète pas le vrai pouvoir d'achat. C'est pour ça que dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'avais proposé, et je pense que c'est réaliste, un salaire minimum garanti de $1000 par mois. C'est-à-dire $1000 par mois, ça vous permet de dépenser 250 $ pour payer le loyer. Ça vous permet de dépenser 250 $ pour nourrir votre famille, pour acheter la nourriture. Vous avez déjà 500 $. Ça vous permet de pouvoir allouer 100 $ ou 150 $ aux soins de santé. Ça vous permet d'allouer 150 $ à 200 $ pour le transport dans un mois. Et ça vous permet d'épargner un peu d'argent qui reste. Si on n'a pas ce pouvoir d'achat-là, ce niveau de salaire-là, nous nous trompons. Nous disons que les gens travaillent, ils gagnent de l'argent, mais à la minute qu'ils ont gagné, donc le peu qu'ils ont gagné, ils sont directement dans la misère parce que ça ne reflète pas le vrai pouvoir d'achat. Monsieur Noël Tchani, j'ai l'impression que vous voulez séduire la population. Ce que vous êtes en train de dire, c'est les sensationnels ou avec ces Congos ici, que les gens pensent que tout ce que nous avons, c'est peu. Vous pensez créer toutes ces constitutions en République démocratique du Congo? Mais bien sûr que c'est faisable. Les pays qui se sont développés... Avec quels moyens que nous avons? Nous avons le pays le plus riche de la Terre. Okay. Le pays que vous voyez ici. C'est ce que vous, les politiciens, vous êtes en train de dire? Non, nous avons le pays le plus riche de la Terre. Mais lorsque vous avez le pays le plus riche de la Terre, mais dès que les fonds atterrissent dans les caisses de l'État, ils sont détournés. Vous avez suivi les procès de 100 jours et consorts. Où se trouve l'argent? Où se trouve l'argent? Et quand vous faites ça, vous ratez de récupérer donc l'argent de ceux qui ont été accusés pour détournement. Vous savez ce que ça veut dire? Vous dites à tout le monde, s'il vous plaît, détournez l'argent sans limitation. Pourquoi? Parce que rien ne va vous arriver. Quand on va vous foutre en prison, vous allez sortir de là en utilisant un peu d'argent que vous avez détourné pour corrompre les juges. On va vous sortir et on va même vous donner une promotion. Alors, quand vous êtes dans un environnement de ce genre-là, il n'y a pas d'espoir. Moi, je pense que nous devons être rigoureux. L'impunité ne va pas améliorer la gouvernance du pays. L'impunité amène plus d'impunité, plus de mauvaise gouvernance. Et plus il y a plus de mauvaise gouvernance, ça veut dire que l'État aura moins de ressources budgétaires pour financer ces programmes d'investissement ou des programmes de fonctionnement. Et parce qu'il y a moins de ressources, nous ne pouvons réaliser sur le plan donc, du développement du pays. Par conséquent, revenons à la case de départ. Il faut que la justice fonctionne correctement. Il faut tolérance zéro à l'égard des détourneurs de fonds publics et des prédateurs de nos ressources naturelles. Il faut foutre en prison tous ceux qui n'obéissent pas donc aux règles et aux lois. Et il faut placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas de promotion à l'égard des détourneurs de fonds publics, des criminels. Il faut montrer l'exemple. Cherchez-moi la photo d'Agile Alingueti. Et pour prêcher par l'exemple, il faut ne pas avoir de tolérance à l'égard de ceux qui détournent des fonds publics. Alors, parce que le public dehors, là, il n'est pas bête. Alors, Monsieur Noël Tchani, parce que vous parlez, il ne faut pas qu'il y ait l'impunité. Quelle analyse faites-vous par rapport au travail de l'IGF, Inspection Générale des Finances? J'avais, dès le départ, salué le travail de l'IGF et salué personnellement le travail que fait Jules Alingueti, que je considère un ami. Et j'avais au départ été dans l'illusion que ça pouvait amener une amélioration considérable de la gouvernance du pays. Mais je me suis trompé. Pourquoi? Parce que l'IGF fait un travail. Pour que ça puisse donner des résultats, il faut que son travail soit accompagné des faits sur le terrain. Des faits sur le terrain, c'est-à-dire on devait remplir les prisons des criminels économiques qui détournent l'argent qu'on arrête et qu'on met. Regardez par exemple le projet de Bukangalonzo. J'ai été demander des informations à l'IGF pour comprendre. Il m'a montré un certain nombre d'informations en disant il y a eu à peu près 300 millions de dollars engloutis dans ce projet. Donnez-moi la photo de Matata. 300 millions de dollars engloutis dans ce projet-là. 300 millions de dollars. Et j'ai même fait le déplacement d'ici pour aller à Kenge, au banc où on s'est arrêté au Bukangalonzo. J'ai visité Bukangalonzo, il n'y a que la brousse là-bas. Mais ça engloutit 300 millions de dollars. Mais quand on a une situation comme ça, on nous dit non, il n'y a personne qui est puni pour ça. Personne qui est puni.
Ils sont allés à la Cour constitutionnelle d'abord. Ils ont corrompu des gens là-bas. On a dit que le projet, on ne pouvait pas le juger là-bas. Ils sont allés donc à la Cour de cassation. La Cour de cassation a remis le dossier donc à la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, là, il faut qu'il soit jugé. S'il n'a rien fait de mauvais, pourquoi il est en train d'aller donc de pays en pays pour dire non, on me fait la guerre parce que je suis candidat à la présidence. On ne vous fait pas la guerre parce que vous êtes candidat à la présidence, messieurs. On veut que vous puissiez répondre de vos actes. Et vos actes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu 300 millions de fonds publics qui ont disparu dans un projet qui était supposé nous assurer l'autosuffisance alimentaire, et nous voulons voir clair. Allez répondre donc de vos actes. Au lieu donc d'aller à l'étranger pour pouvoir donc discréditer votre pays, et en disant non, on me fait donc on me fait donc la chasse, on fait la chasse à l'homme simplement parce que j'ai déclaré ma candidature à la présidence. Parlons-en, M. Noël Tchani. Vous avez dit ici, vous étiez parti voir Général. Vous avez dit, il y a eu 300 000 $ qui ont été... 300 millions. 300 000 $ qui ont été dilapidés. Alors, j'ai suivi le sénateur ou le président Matata Ponyo qui dit que ce n'est pas lui qui avait créé cette constitution. Nous sommes dans l'état des droits, nous devons respecter les lois de la République. Donc, s'il y a la Cour constitutionnelle ou d'autres cours ne sont pas capables à les juger, ce n'est pas son problème. La Cour constitutionnelle a dit qu'il est redevable devant la Cour constitutionnelle. Okay? S'il y avait une erreur, elle a été corrigée. La Cour constitutionnelle a dit qu'il est redevable devant la Cour constitutionnelle et son dossier se trouve en instruction au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, qu'il patiente, qu'il ait l'occasion donc de se justifier devant tout le monde. Ce sera un procès public suivi par tout le monde. Donc, on ne peut pas le maltraiter. Nous ne voulons pas donc qu'il y ait de l'injustice à son égard. Mais nous ne voulons pas non plus qu'il y ait de l'injustice à l'égard du peuple. Mais avec quelle justice? Parce que vous-même, vous venez de dire ici que l'IGF arrête les gens, les envoie devant la justice, mais la justice ne semble pas faire réellement le travail. Comme Matata a dit, la justice est instrumentalisée. Vous voulez qu'il aille toujours devant cette justice? Il veut aller devant quelle justice? La justice en France, c'est la justice de la République démocratique du Congo. Donc, il faut qu'il accepte de passer devant la barre. Vous savez, le public congolais est mûr. Quand on juge quelqu'un en direct à la télévision, c'est retransmis en direct. Nous tous là, nous sommes animés par le principe d'équité et de justice. Si on lui dit 100 millions de $ disparus, où est-ce que vous avez mis ça? Et il donne une réponse claire que l'argent était investi. Nous tous, nous allons dire en tant que public congolais, mais il a raison. Le juge ne peut pas le condamner n'importe comment. Mais si on lui demande 300 millions de $ d'engloutis, où est parti cet argent et qu'il n'y a pas de réponse, nous serons aussi, nous, publics congolais, les premiers à dire « Ah, regardez-moi ce petit voleur-là ». Et nous allons réclamer qu'il soit foutu donc en prison comme tout le monde. Par conséquent, au lieu de pouvoir aller donc de toi en train de chanter qu'on est innocent et qu'on sort, il faut qu'il accepte de se soumettre devant la justice. Et d'ailleurs, je suis surpris que la justice donc prenne autant de temps. C'est ça, la lenteur de la justice là. Il faut qu'il puisse comparaître devant la barre, qu'on le juge, qu'on le nettoie ou bien qu'on le condamne et qu'on passe à autre chose. Mais j'ai l'impression que les acteurs politiques congolais, vous avez un acharnement contre l'homme qui est ici, Matata Ponyo. Vous avez peur de lui parce que il a été publicité plusieurs fois en Afrique et dans le monde, l'homme de la bonne gouvernance, Matata Ponyo. Mais ici, sur le terrain, il semble qu'il était le champion de la mauvaise gouvernance. S'il était l'homme de la bonne gouvernance, de la mauvaise gouvernance, Matata Ponyo. Non, j'arrive. S'il était l'homme de la bonne gouvernance, pourquoi il est accusé de détournement de 300 millions de $ dans le cadre du projet Bukangalonzo? Et ça, c'est l'un des projets. J'ai vu la liste de plusieurs projets. Dieu de mes ancêtres dans des milliards. Il faut simplement qu'il accepte qu'il vienne prouver devant le peuple congolais qu'il est l'homme de la bonne gouvernance. Matata Ponyo a trouvé ses pays, il n'y avait pas les avions, il a acheté les avions, il y a une nouvelle compagnie Congo Airways, Matata Ponyo a construit l'hôtel du gouvernement. Matata, la bancalisation, c'est avec Matata. Je ne suis pas venu ici pour faire le procès et je n'ai pas... Nous parlons de la bonne gouvernance. J'arrive, je ne suis pas venu ici pour faire le procès d'un individu. Je suis venu ici pour... Vous me posez la question sur la bonne gouvernance. Et j'ai dit, dans mon pays, je n'ai pas encore vu des preuves de bonne gouvernance. Et si vous le citez, lui, comme un exemple de bonne gouvernance, je vous dis qu'il aille prouver ça devant la justice parce qu'il y a plusieurs procès contre lui
des actes commis pendant qu'il était Premier ministre. Donc ce n'est pas à Noël Tchani de le condamner ou bien de le blanchir. Qu'il aille devant l'instance appropriée qui est la Cour constitutionnelle, qui juge des anciens Premiers ministres, des anciens présidents de la République pour des actes commis pendant qu'ils étaient en fonction. Qu'il accepte de se justifier. Mais aller donc sur France 24 et dire non, on me fait la guerre, pourquoi? Parce que j'ai déclaré ma candidature. C'est une fausse déclaration de candidature pour se prémunir contre des poursuites judiciaires. Par conséquent, on ne doit pas se faire berner par ça. Alors, M. Noël Tchani, l'auteur de la proposition de loi Tchani, parce que nous sommes sur Matata Pognon, je l'ai suivi également sur France 24 qui répond à la question de la loi Tchani, que c'est une proposition de loi qui divise les Congolais, une proposition de loi qui s'attaque à l'un des candidats président de la République, Moïse Katumbi. Matata Pognon l'a dit, vous êtes là. Moi, je pense que s'il était malin, il aurait dû se taire. Plutôt que d'empirer sa situation. Lui, il est déjà dans une situation où il est poursuivi et il est allé déclarer une candidature pour, en quelque sorte, donc utiliser cela comme chantage pour dire on veut m'écarter de la course parce que j'ai déclaré ma candidature. Non. Okay. Les poursuites contre Matata ont commencé avant qu'il déclare la candidature. Et vous vous rappelez aussi que la proposition de loi que nous avons faite, moi et Honorable Nsinki Pouloulou, présentée à l'Assemblée nationale, elle date de juin 2021. En ce moment-là, il n'y avait aucune candidature déclarée. Okay. Tous ceux qui ont déclaré des candidatures précipitamment après, c'est parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Et qu'ils veulent maintenant qu'on dise « Ah, on les poursuit avec cette loi ici ». La loi a été déposée à l'Assemblée nationale. Il n'y avait aucun candidat déclaré. Et nous n'avons pas de temps pour nous occuper donc d'un cas individuel. Nous avons 107 millions de Congolais. Okay. Pour quelles raisons nous devons concevoir une loi pour un individu? Mais quand on va terminer avec cet individu-là et qu'il y a un autre qui surgit, on va composer une loi encore pour ce deuxième individu, ainsi de suite. En réalité, ceux qui se sentent morveux, c'est mouche. Maintenant, l'allégation donc de diviser les gens. Okay. Mais ce sont des rigolos qui disent des choses comme ça. Vous savez pourquoi? Cette loi ici... Donnez-moi la photo de Moïse. Cette loi ici n'est pas nouvelle. Okay. Lorsque le maréchal Mobutu Sese Seko était président de la République du Zaïre, la constitution du Zaïre disait à l'époque que pour être candidat au poste du président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, né de père et de mère zaïrois. Les tripatouilleurs, les magouilleurs, les mafieux, ils ont enlevé la notion de père, né de père et de mère. Quand ils sont allés réécrire la constitution des belligérants en Afrique du Sud. Vous pouvez retirer les mafieux, les patrouilleurs? Oui, mais il y a eu des mafieux, c'est vrai. Dans ces pays-ci? Mais bien sûr qu'il y en a des mafieux, bien sûr. Okay. Comme partout ailleurs. Ils ont enlevé la mention né de père et de mère en Afrique du Sud. Vous savez pourquoi? Qui participait à la rédaction de la constitution? Qui? C'était le RCD Goma de Azarias Ruberwa soutenu par le Rwanda. C'était le MLC de Jean-Pierre Bemba soutenu par l'Ouganda. C'était la AFDL de Mzee Laurent Désiré Kabila soutenu par le Zimbabwe, l'Angola et consorts. Et tous ces gens-là, ils se sont réunis là-bas. Comme ils avaient des parrains extérieurs, étrangers. Ces parrains extérieurs voulaient s'assurer que l'un de leurs poulains, l'un de leurs poulains puisse avoir l'occasion de diriger la RDC. Comme ça, on va mettre la RDC sous leur coupole, leur contrôle comme il fallait. Par conséquent, ils ont barré la mention né de père et de mère. Mais les Congolais naïfs qu'ils étaient, ils n'ont pas réalisé ça. Ils ont été impressionnés par l'utilisation du mot « il faut être Congolais d'origine ». Ils ont passé Congolais d'origine, disaient la même chose sous le régime de Mobutu et actuellement. Quand nous avons analysé ça, nous avons trouvé qu'on nous a floués. On a ouvert donc la boîte de Pandore pour ouvrir la présidence de la République aux gens qui n'étaient pas des pères et des mères. C'est comme ça que nous avons fait cette proposition de loi, pour corriger cette erreur qui a été commise. Donc, aujourd'hui, quand des individus puissent se lever pour dire « oh, on nous fait la guerre », mais ces individus-là étaient en République démocratique du Congo pendant la période de Mobutu. Ils n'étaient pas éligibles pour la présidence de la République. On n'avait pas divisé la population à ce moment-là. Pourquoi est-ce que la population serait divisée quand on réintroduit la mention qui a été barrée, on la réintroduit dans la constitution actuelle? Ça ne fait pas du sens. Ils ont voulu dire « oh, la loi là, elle est tribale, elle est raciale ». Je vais vous dire une chose. Et ils ont présenté cela comme étant une loi contre des métis. Je vais vous poser une question. Est-ce que les métis congolais peuvent être regroupés dans une province?
Non, Par exemple, ils sont répartis dans toutes les provinces. Okay. Ils sont répartis dans toutes les tribus. Donc la loi que nous faisons n'est pas contre une province, une tribu, une ethnie. C'est une loi générale, impersonnelle, pour tout le monde. Et il ne faut pas aussi que les gens puissent penser qu'être métis, c'est être combiné entre noir et blanc. Il y a des métis noirs. Okay. Un enfant qui est né donc d'une combinaison entre une Congolaise noire et un Rwandais blanc, un Rwandais noir, cet enfant est noir. Il est métissé donc au sens de la Constitution congolaise. Donc tout le monde est concerné par cette loi-là et personne donc n'est visé individuellement. Ceux qui veulent individualiser donc le débat, ils n'ont pas d'argument. Alors, j'aimerais être direct avec vous, parce que la nation vous regarde. Il y a ceux qui pensent, surtout le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ils m'ont envoyé autant de questions. Quand vous allez recevoir les docteurs Noël Tchani, ils reconnaissent en vous un homme intelligent. Que vous puissiez répondre à cette question. Comment expliquer que dans un pays, le président Moïse Katumbi était gouverneur, il était député national. Est-ce votre loi, dans les cas de Moïse Katumbi, les vise ou pas? Un ancien gouverneur peut postuler par rapport à votre loi? Je suis étonné que ce parti politique-là, je pense qu'ils n'ont pas de cadre intelligent pour poser une question comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Okay. Je pense, parce que ça sont des questions terre à terre. Je vais vous dire pourquoi. Un ancien gouverneur, un député national. Laissez-moi, vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre maintenant. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été nommé gouverneur, il a été nommé gouverneur par son copain la Kabila, que ça lui donne droit à toutes les fonctions dans le pays. Je vous donne l'exemple. Les États-Unis d'Amérique, on a connu Arnold Schwarzenegger, qui était gouverneur de l'État de la Californie. C'est l'un des plus grands États aux États-Unis. Après avoir terminé 2 mandats successifs, et il était l'homme le plus populaire des États-Unis. Devinez quoi? Il n'est pas éligible pour devenir président de la République parce qu'on estime qu'il n'a pas de loyauté totale à l'égard des États-Unis. Voilà un cas précis qui répond à ce cas-là. Deuxième exemple, nous avons connu aux États-Unis des diplomates distingués comme il s'appelle Madeleine Albright ou bien Henry Kissinger, qui sont arrivés à être quoi? Secrétaire d'État. Secrétaire d'État dans l'échelon de la hiérarchie des fonctions aux États-Unis. C'est la 3e personnalité. Il y a le président, le vice-président et le secrétaire d'État. OK? Ces gens-là, Kissinger et Madeleine Albright, étaient des secrétaires d'État. Mais ils ne sont pas éligibles pour devenir vice-président ou président des États-Unis. Les mêmes raisons, on les avance pour ce monsieur-là. OK? Il faut qu'ils comprennent. Il ne faut pas confondre parce que tu as eu accès à un petit poste de gouverneur de province que tu dois avoir le droit de devenir président de la République. Voilà donc la réponse à cela. Et je voudrais que ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont pas de cadre instruit, éduqué pour pouvoir les conseiller. Parce que chaque fois... Il y a quand même l'Olivier Kamita, il y a les hommes intelligents. Je ne connais pas le niveau d'études qu'il a, mais chaque fois qu'il ouvre la bouche, il raconte des bêtises. Et moi, je suis choqué, quoi. Je le prenais pour quelqu'un d'intelligent, mais chaque fois qu'il ouvre la bouche, il raconte des bêtises. Tout récemment, ils sont allés manipuler Katebe Katoto. Pour dire qu'il ne m'a jamais rencontré et il ne m'a jamais raconté l'histoire de sa famille. Je voudrais répondre maintenant. Faux ou vrai? J'ai la vidéo de Katebe Katoto. J'ai rencontré Katebe Katoto 3 fois. Katebe Katoto. 3 fois. La première fois, on s'est rencontrés à l'hôtel Conrad, à Bruxelles. La deuxième fois, il est passé me voir dans un autre hôtel qui s'appelle l'hôtel Zoom, à Bruxelles. La 3e fois, on s'est rencontrés à Montgomery, l'hôtel Montgomery. Mais quand on s'est rencontrés toutes les fois, on n'était que 2. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. J'ai vu que les Kamitato ont voulu montrer des photos comme pour dire qu'on s'est rencontrés ensemble. Kamitato n'était pas à la réunion que j'ai eue avec Katebe. On n'était que 2. Pendant cette réunion, Katebe Katoto m'a expliqué l'histoire de sa famille. Vous savez pourquoi d'ailleurs? Vous savez pourquoi? Oui. Il m'a expliqué l'histoire de sa famille. Et vous savez pourquoi il m'a expliqué ça? Pourquoi? Parce que Katumbi m'avait demandé d'intervenir pour qu'il soit reçu par Etienne Tshisekedi. C'est comme ça que j'ai une photo avec Katumbi. À l'issue de cette rencontre-là, je lui ai présenté mon plan Marshall, qu'ils ont plagié immédiatement après. Et en plus de cela, maintenant, il m'a demandé d'intervenir pour qu'il soit reçu par Etienne Tshisekedi. Je suis parti. J'ai pris le téléphone et Dieu me voit. J'ai appelé Etienne Tshisekedi. Moi, je voyageais le jour suivant pour rentrer aux États-Unis. Je lui ai dit, je n'ai pas le temps de venir avec lui pour l'accompagner là-bas. Mais je recommande que vous puissiez donc le recevoir.
il y a d'autres choses que je ne peux pas donc dire ici sur le plateau de télévision. Et les témoins que j'ai eus, je voudrais que vous puissiez vérifier avec eux. Okay. J'ai appelé Roger Tshisekedi. Je pense que c'est le grand frère de Félix Tshisekedi, le président de la République. Roger Tshisekedi est venu à mon hôtel. J'ai écrit un mémorandum adressé à Etienne Tshisekedi expliquant pourquoi je lui demandais de recevoir Katumbi. Okay. J'ai remis ce mémo. Il peut témoigner ce que il peut témoigner, s'il vous plaît, vous l'appelez. Vous vérifiez avec lui. Je vais lui. le chercher. Ok, J'ai parlé avec lui et je lui ai remis ce mémo-là. J'ai parlé devant Roger Tshisekedi à Etienne Tshisekedi. J'ai pris l'avion, je suis retourné aux États-Unis. Je suis choqué qu'aujourd'hui, KTB dise qu'il ne me reconnaît pas. Mais Dieu de mes ancêtres, non seulement que je l'ai rencontré ces 3 fois-là, il m'a même invité à aller chez lui. Il m'a dit qu'il habitait à Anvers. Comment je connais là où il habite? Il m'a invité à aller chez lui et je lui ai dit, je suis désolé, j'aurais bien voulu venir. Malheureusement, je dois rentrer au travail. Je prends l'avion donc demain matin, je rentre aux États-Unis. Alors, quand je vois qu'ils essaient d'embrouiller les choses, de mentir, mais c'était un mensonge, bien sûr. C'était un vrai mensonge. Cette réunion-là, ces 3 réunions, ces 3 rencontres, on n'était que lui et moi. Il n'y avait personne d'autre. Alors, pas les Olivier Kamita. Monsieur Noël Tchani, ne vous énervez pas, calmez-vous. Avant qu'on quitte ce dossier, vous avez un problème personnel avec Moïse Katumbi? C'est ce que il raconte des bêtises. Quel problème personnel je peux avoir avec un individu que je ne connaissais pas? Je l'ai rencontré à la demande de Louis Michel. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré dans ce cadre-là. Je lui ai présenté, moi, personnellement, mon plan Marshall. 1, 2, 3, 4, voici les idées du plan Marshall. Pensant qu'il venait d'ici, il était gouverneur de province, peut-être qu'il pouvait avoir une autre approche en me disant corriger ça, basé sur mon expérience sur le terrain. Mais quelle était ma surprise? Après que j'ai présenté le plan Marshall, le type me dit simplement, vous savez quoi, demain il y a un match de tout-puissant Mazembe et Mouloudi d'Algérie, j'ai un avion, si tu veux venir, tu viens avec moi, on va aller voir le match. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je lui ai dit, je rentre à Washington. Je suis rentré à Washington. J'ai pris le plan Marshall, je lui ai remis. Quelques mois, je crois 2 mois après, ils ont une conférence donc en Afrique du Sud. Mon plan était plagié. C'est quelqu'un dans la salle qui m'a appelé pour me dire, attention, tu es à Washington, tout le plan Marshall, parce qu'on t'a déjà suivi, c'est présenté ici comme étant le programme donc de ces gens. Et il s'appelait comment à ce moment-là? Je crois qu'il s'appelait quelque chose comme les forces, conclave des forces du changement. C'est le titre de mon livre qui porte le plan Marshall. Et c'est le titre de mon parti politique. C'est comme ça que je suis intervenu pour leur dire, messieurs, s'il vous plaît, d'abord je l'ai appelé au téléphone. Il n'a pas voulu parler. J'ai appelé Kamitatou. Il n'a pas voulu parler. Je leur ai envoyé des messages. Comment pouvez-vous prendre mes idées et vous allez là-bas, vous allez vous appeler conclave des forces du changement. Mon parti politique s'appelle la force du changement. Le livre dans lequel j'ai présenté le plan Marshall s'appelle la force du changement, bâtir un pays plus beau qu'avant. Pourquoi vous faites des choses comme ça? C'est comme ça qu'ils étaient obligés d'abandonner cette terminologie-là pour devenir maintenant ensemble pour la République. Mais je constate qu'il n'y a pas d'intégrité dans ce qu'ils font. Donc ce sont des gens moins sérieux, malhonnêtes. Bon, je constate simplement que mon livre a été plagié. Merci. Je constate simplement que les choses qu'ils disent ne reflètent pas la vérité. Ils utilisent des méthodes vraiment de la mafia. Ils n'ont pas de valeurs. Ils n'ont pas de valeurs. Il n'y a pas de valeurs républicaines. Il n'y en a pas. Merci. Merci, M. Noël Tchani. Vous avez compris pourquoi M. Noël Tchani, des fois, il est un peu trop dur avec M. Katumbi parce qu'il a expliqué. Hein. Alors, il n'y a pas que Katumbi et les autres. J'aimerais que vous puissiez me donner la photo de Mme Bintou Keïta avec M. Mbosso, M. Noël Tchani, parce que votre loi fait couler beaucoup d'encre et salive. Il y a quand même Bintou Keïta. Elle est partie avec un groupe d'ambassadeurs voir Mbosso pour dire pourquoi on aligne cette loi. J'ai été choqué de constater que Bintou Keïta, en tant que représentant de la MONUSCO, c'est-à-dire une agence des Nations Unies, elle interfère à la demande donc de ses copains politiques ici, elle interfère dans le processus législatif d'un pays souverain. J'étais choqué. J'ai travaillé dans le système des Nations Unies pendant 30 ans. Il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Je dis bien que Bintou Keïta n'a pas le droit d'interférer dans le processus législatif de la République démocratique du Congo. Sa mission est pour la paix. Je vais vous dire pourquoi. Elle est pour la paix. Elle est venue ici, la MONUSCO a pour mandat le maintien de la paix. Nous avons tout sauf la paix. Mais elle abandonne cette mission-là pendant que les casques bleus qu'elle est supposée commander
tire sur des citoyens congolais à Kisindi, tue les gens là-bas. Mais elle vient, elle s'occupe donc des lois en République démocratique du Congo. Et là où j'ai trouvé qu'elle nous prend pour des enfants, c'est quand je sais que la RDC, c'est un pays membre des Nations Unies. La Tunisie, c'est un pays membre des Nations Unies. La Zambie, c'est un pays membre de la Tunisie. Tous les pays africains sont des pays membres des Nations Unies. Comment est-ce qu'en Tunisie, il y a la loi des pères, des mères, des grands-parents et des arrière-grands-parents et même des religions comme critère pour, pour être président de la République? En Zambie, on exige que les deux parents soient des Zambiens d'origine. Comment est-ce que les Nations Unies acceptent que ces autres pays-là, qui sont membres au même titre que nous, aient cette loi-là en place? Et Bintou Keïta essaye de nous intimider pour que nous, pays souverains, on ne puisse pas faire ce qui est bien pour protéger notre pays. J'ai trouvé ça inadmissible. Vous savez pourquoi? Parce que les Nations Unies sont là depuis plusieurs années. Nous avons tout sauf la paix qu'ils étaient supposés maintenir. Et d'ailleurs, il est temps que la MONUSCO plie bagage et rentre chez elle. Qu'ils aillent ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont venus faire carrière définitivement en République démocratique du Congo et qu'ils ne nous respectent pas. Par conséquent, j'ai demandé que Bintou Keïta se taise. Alors, au nom de la paix, parce que la mission de la MONUSCO, c'est aussi le maintien de la paix, les voix s'élèvent en dehors de Bintou Keïta. Il y a également, donnez-moi la photo de M. Ambongo. Il y a quand même les voix qui s'élèvent pour dire que votre proposition de loi va diviser les Congolais. Cette proposition va semer le feu, va allumer le feu en République démocratique du Congo. Au nom de ce grand esprit, vous ne pouvez pas retirer cette loi pour la paix. Je voudrais vous répondre en disant ceci. Je suis catholique, pratiquant, et pour des raisons de disclosure, il faut que tout le monde sache que je suis catholique. Dans ma religion, il y a des supérieurs hiérarchiques. Et en Bongo, c'est l'un des supérieurs hiérarchiques que nous avons ici en République démocratique du Congo. Par conséquent, je ne vais pas lui répondre en public. Le linge sale se lave en famille quand on est catholique. Je ne vais pas lui répondre. Je peux répondre à tout le monde, sauf à Mbongo. Sauf à Mbongo parce que vous protégez vos intérêts? Non, il n'y a pas de protection d'intérêt. C'est comme dans une famille. Quand vous avez donc des disputes à l'intérieur de la famille, vous n'allez pas accuser votre père chez votre copain. Vous l'avez déjà vu pour parler de cette loi en privé peut-être? Je ne vais pas commenter sur ma relation avec Mbongo à l'intérieur de l'église catholique. Je dis simplement que le linge sale se lave en famille. Vous l'avez déjà vu? Et par conséquent, je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre en vous disant le linge sale se lave en famille et je ne vais pas répondre à Mbongo, au cardinal, sur cette chaîne de télévision. Alors, Monsieur Noël Tchani, avant de passer à une autre question sur les propos de Kagame, mais quand le monsieur Si m'a envoyé une question, il est aux États-Unis, il dit qu'il vous aime beaucoup. Il vous aime beaucoup, lui et sa famille. Il y a plusieurs Congolais, de l'étranger également, qui vous aiment. J'ai même suivi une vidéo, même un groupe des hommes intellectuels de Congo, ils ont même appuyé votre loi. Mais il y a une question, M. Noël Tchani. Ils m'ont demandé, parce qu'il y a une vidéo précédente, Noël Tchani s'était énervé. Il dit qu'ils nous répondent parce que nous avons besoin de cette réponse. Il y a ceux qui pensent que vous n'avez pas la nationalité congolaise. Avez-vous déjà renoncé à votre nationalité prétendue? Ce sont des rigolos. Prétendue nationalité américaine. Ce sont des rigolos. Et moi, je n'ai pas le temps de passer ce temps-là à répliquer aux mêmes choses. Cette question a été soulevée avant les élections de 2018. Ils ont vérifié et j'ai été validé candidat aux élections présidentielles 2018. Après cela, je n'ai plus besoin donc de revenir là-dessus parce que j'ai déjà répondu à cette question-là et je ne veux pas passer mon temps. Ce sont des rigolos qui posent des questions comme ça. Quand ils n'ont pas d'arguments sur des questions essentielles, ils disent oh non, c'est un étranger. Vous avez déjà vu un étranger originaire de Nganajika? Mon village s'appelle Benampian. Vous allez dans mon village, vous allez voir la tombe de mon père, de mon grand-père, mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, jusqu'à 10 générations que j'ai pu identifier. J'ai d'ailleurs le plan de pouvoir construire une église sur cet endroit-là où il y a toutes ces tombes-là. Du côté de ma mère, c'est la même chose. Elle est originaire du village de Benakaseki. Vous allez trouver la tombe de ma mère, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, jusqu'à 10 générations. Donc, je suis congolais pur sang.
Des pères et des mères. Des pères et des mères. Le symbole même d'être congolais, c'est Noël Tchani. Donc, toute personne qui peut penser que je peux être d'une nationalité étrangère, je ne suis pas au Congo sur visa. Je suis au Congo, je n'ai pas de visa parce que je suis dans mon pays. C'est vrai ça? Alors, donc, il faut dire à ces gens-là de venir, qu'ils viennent passer du temps avec moi. Ils vont découvrir que je suis un vrai Congolais et fier de l'être. Des pères et des mères, virgule, fier d'être Congolais. Merci, vous avez la réponse que vous voulez. Noël Tchani a répondu, arrêtez vos théâtres, selon lui. Alors, j'aimerais avoir la photo de M. Kagame, appelé par plusieurs personnes, itinéraire de l'Afrique. Monsieur Noël Tchani, la question de l'Est, parlons-en. Vous étiez candidat président de la République. Dans les cas de la République démocratique, si vous étiez devenu président, allez-vous continuer à négocier avec le Rwanda? Qu'allez-vous faire dans les premiers 100 jours? J'ai une idée très claire de ce qu'il faut faire avec le Rwanda. Ok. D'abord, je considère qu'un pays souverain, d'ailleurs le président Macron a fait allusion à ça. Les gens ont pris ça comme une insulte, mais il avait raison. Si j'étais président de la République, la première des choses à faire, c'est de rétablir l'armée, les forces de sécurité et la police pour qu'ils soient à mesure de défendre le pays correctement. J'allais investir massivement dans les recrutements de nouvelles unités, dans la formation des unités existantes, mais aussi donc de nouvelles unités, avoir des militaires, des policiers, des services de sécurité en nombre suffisant pour couvrir tout le pays. Mais au-delà de cela, équiper l'armée, la police jusqu'aux dents pour qu'ils soient en mesure donc d'être compétitifs. On a souvent dit que le Congo avait la 8e grande armée africaine. Je suis même une armée structurée. Une armée, donc 8e grande armée. Et une armée qui est classée 8e, qui est incapable de battre donc un petit pays comme le Rwanda. Donc ça, c'était la priorité des priorités pour moi. Investir dans les forces de sécurité, l'armée, la police et les services de sécurité. Équiper comme il faut, avoir de nombres suffisants de gens. Ça, c'est la première dimension. Être prêt à faire la guerre avec n'importe quel pays qui se jouerait de la RDC. Mais en ce qui concerne le Rwanda particulièrement, j'ai observé le comportement de Kagame depuis très longtemps. Ce n'est pas simplement les déclarations récentes qu'il a faites là, depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui se moque de nous. Ce que j'allais faire, c'est avoir deux objectifs. Il faut arriver à taper sérieusement sur le Rwanda, c'est-à-dire taper sur l'armée rwandaise et détruire la capacité militaire du Rwanda. C'est comme ça qu'on va enlever cette menace sécuritaire. Donc la guerre. Il faut faire la guerre et il faut les battre sérieusement. Ok. Non seulement faire ça maintenant, deuxième objectif, j'allais avoir comme objectif de faire partir Kagame du pouvoir. Il ne doit plus être président. C'est un pays souverain. C'est un pays souverain. Les Américains, ils ne vont pas s'ingérer dans les affaires. Laissez-moi finir. Ok. Les Américains, ils savaient que l'Irak était un pays souverain. Et ils ont capturé Saddam Hussein. Les mêmes Américains, les Occidentaux, ils savaient que la Libye était un pays souverain. Ils ont capturé Muammar Kadhafi. Nous, Congolais, nous devons avoir comme objectif non seulement de détruire la capacité militaire du Rwanda, mais surtout d'enlever cette épine du pied. Et l'épine s'appelle Paul Kagame. Il faut l'enlever du pied. Et pour cela, il faut l'enlever du pouvoir. C'est vos intentions, mais notre armée est infiltrée. On dit qu'il y a le Rwandais dans notre armée. Je vais vous dire une chose, que quand on a un objectif noble comme celui-là, on peut trouver, pendant que l'armée est encore faible, la capacité d'intervention peut s'acheter. Il y a des mercenaires qu'on peut acheter, des avions de guerre qu'on peut louer, des pilotes de guerre qu'on peut amener. Vous savez, ces pilotes-là qui partiraient des avions qui partent de Kisangani, de Lubumbashi, de Kivu, pour atterrir donc sur le Rwanda, en une journée, l'opération est terminée. Avec quels moyens? Mais vous avez dit tout à l'heure là que le budget est passé de 4 milliards à 16 milliards, non? On devrait que avoir des moyens. Pas, que vous ne croyez pas. Mais c'est vous qui avez affirmé qu'on a 16 milliards donc, de dollars de budget. Donc on devrait dégager suffisamment de marge à utiliser pour des opérations comme ça. Des questions sécuritaires sont prioritaires. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait la défection? Aujourd'hui, nous avons en plus l'ethnie Banyamulenge qui rejoint le M23. Pensez-vous que la RDC a été trahie ou soit la bonne foi de la RDC? Mais je vous répète encore une fois de plus, c'est ça la justification de la loi Tchani. Ok. La justification est que nous sommes infiltrés, non pas simplement au niveau de l'armée, de la police, des services de sécurité, dans toutes les institutions de la République, même au niveau de la présidence de la République, on est infiltré à ce niveau-là. Il y a des gens qui travaillaient pour l'autre côté. Par conséquent, nous devons
être intelligent suffisamment pour savoir que si l'infiltration c'est notre problème, comment est-ce qu'on commence à désinfiltrer les gens? La loi que je propose, c'est le point de départ. Et il faudra, au-dessus de cette loi-là, une fois qu'elle passe, il faudra qu'on puisse penser maintenant à aller jusqu'au plus bas des citoyens pour arriver à sortir l'infiltration de notre système. Alors, M. Noël, je vous laisse 4 minutes. J'aimerais que vous puissiez me citer les postes dont vise votre proposition de loi. Parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est seulement la présidence. Non, la loi, c'est une preuve qu'elle est générale. Okay. Et elle cherche à régler un problème global d'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale. Les postes qui sont visés sont les suivants. 1, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures, affaires étrangères, les hauts magistrats de la République, c'est-à-dire des gens comme le président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour constitutionnelle, les hauts commandements militaires de l'armée, tous ces généraux-là, les hauts commandements militaires de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, le président de la commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, les gouverneurs des provinces et leurs adjoints, le directeur de la DGM, de la Direction générale des migrations, l'administrateur de l'ANER, de l'Agence nationale des renseignements, et en plus de cela, j'ai déjà mentionné donc les gouverneurs et leurs adjoints, en plus de cela, les épouses et les époux de tous ces postes de souveraineté. L'explication étant que ce que nous cherchons à faire, c'est d'enlever les gens qui seraient dans des situations de conflit d'intérêts, de les enlever des postes de souveraineté. Si par exemple, on a un président dont la mère est rwandaise et le père est congolais, ce président serait dans une situation de conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que quand il faut décider, il doit tenir compte aussi du pays de sa mère. Par conséquent, ça ne lui donne pas les mains libres pour décider exclusivement dans l'intérêt des Congolais. Pour éviter cela, on lui dit, vous pouvez tout faire si vous êtes Congolais, vous pouvez tout faire dans le pays, sauf occuper ces postes-là. Maintenant, au-delà de cela, la femme aussi, c'est un moyen d'exercer de l'influence sur un pays. Si vous avez une femme rwandaise et vous, vous êtes Congolais, c'est ça la situation qui va arriver. Vous ne pourrez pas décider des choses exclusivement dans l'intérêt donc du Congo sans tenir compte des intérêts donc du pays de votre femme. Voilà grosso modo l'ensemble des postes que nous avons énumérés et qui doivent être verrouillés. Mais j'estime que les députés nationaux pourraient aussi élargir la liste, allonger, ajoutant donc d'autres postes. Alors, si je vous ai posé cette question, M. Tati, on est vraiment à la fin. Donnez-moi la question là où il y a le président ivoirien, M. Ouattara. J'aimerais bien vous regarder en face, M. Noël Tchani. La crainte est que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire se répète ici, en République démocratique, avec l'ivoirité. Non. Ça, ce sont des gens qui ne comprennent pas comment les choses se sont passées en Côte d'Ivoire. Je vous informe que c'est un ami personnel, donc président Ouattara. Je le connais, lui et sa femme Dominique. À Washington, on habitait tous à Potomac, donc dans le même quartier. J'allais souvent chez lui, on s'est fréquentés. Alors, maintenant, l'ivoirité, c'est quoi? L'ivoirité était que les Ivoiriens ont fait la constitution où ils disaient que 26% de la population ivoirienne au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina, ce 26%, l'équivalent de 7 millions d'habitants, n'étaient pas des Ivoiriens, ils étaient des Burkinabés. On leur refusait la nationalité ivoirienne. On disait qu'ils sont des Burkinabés. 7 millions de personnes, c'est beaucoup de gens. Nous n'avons pas un problème similaire en RDC. La loi Tchani ne refuse la nationalité à personne. Nous disons que tous les Congolais sont les nôtres. Et d'ailleurs, nous allons redonner la nationalité à plus de gens parce que la loi a 2 volets. D'une part, la nationalité congolaise, les conditions d'éligibilité à la présidence, mais de l'autre côté, la nationalité congolaise qui est une exclusive, nous voulons la changer pour que, au lieu de une exclusive, qu'on dise que la nationalité congolaise, elle est une et irrévocable. C'est-à-dire, quand vous êtes Congolais, vous allez rester Congolais. Vous allez mourir Congolais. On va vous enterrer Congolais. Personne ne peut vous enlever la nationalité congolaise. Donc, nous n'enlevons pas la nationalité à 7 millions de gens comme en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, à travers le principe de l'irrévocabilité, les Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise actuellement vont retrouver la nationalité congolaise. Et ces gens-là, ils sont combien?
15 millions de Congolais éparpillés à travers le monde dans la diaspora. Par conséquent, ce que nous avons ici, c'est le contraire de l'ivoirité. Au lieu donc de diviser les gens, nous réunissons les gens. C'est pour ça que ceux qui parlent de la division ne comprennent pas de quoi ils parlent. Nous redonnons la nationalité à 15 millions de gens, 15 millions de personnes, mais c'est une richesse énorme pour notre pays. Parce que ces gens-là, ils ont étudié dans des pays développés, ils ont acquis de l'expérience professionnelle, ils sont experts chacun dans son domaine. Nous allons récupérer 15 millions de ressources humaines, bonnes pour le développement du pays. Par conséquent, notre loi, la loi Tchani, n'a rien à voir avec la division, comme je viens de vous le démontrer. On redonne la nationalité à 15 millions, on réunit ces gens de la diaspora avec nous autres qui sommes ici au pays pour qu'on redevienne un seul peuple, plutôt que d'être divisés comme c'est la situation actuelle. Par conséquent, s'il vous plaît, l'ivoirité n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Ceux qui parlent de la congolité, ils sont animés de mauvaise foi. Okay. Nous n'avons pas de problème de congolité ou de nationalité où on refuse la nationalité à quelqu'un. Nous sommes un peuple uni. Et je voudrais aussi conclure en disant, nous reconnaissons que la nationalité congolaise, la constitution congolaise reconnaît la nationalité à plusieurs types de personnes. On peut être des pères et des mères, des pères ou des mères, les cas de métis et consorts. On peut être des étrangers naturalisés congolais, mais on peut être aussi des apatrides, des gens qui n'ont pas de nationalité qu'on a juste retrouvés sur le sol congolais. Ils sont congolais. Nous disons que nous tous, là, Congolais, nous sommes les mêmes. Nous sommes égaux. Nous avons droit à tout dans notre pays. Nous disons simplement que pour des raisons de souveraineté, pendant que tout le monde peut tout faire, il peut être professeur d'université, médecin, homme d'affaires, ministre d'agriculture, travailler donc dans les sports, ainsi de suite, dans le secteur privé, pendant que nous reconnaissons ce droit-là à tous les Congolais, quelle que soit donc leur catégorie. Nous disons simplement que pour protéger notre pays contre des infiltrations étrangères, comme l'ont fait d'autres pays, nous allons réserver les quelques fonctions de souveraineté que j'ai énumérées tout à l'heure à ces Congolais, dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard de la RDC. Merci. Et ces Congolais-là sont des Congolais, des pères et des mères congolais. Merci, M. Noël Tchani. 30 secondes. Si je ne vous pose pas cette question, les gens vont se fâcher. Ces derniers temps, on vous voit plutôt dans les églises. Pourquoi une nouvelle manière de faire la campagne de votre loi? Non, c'est que, vous savez, moi je suis spécialiste du développement. Okay. Quand vous concevez un projet de développement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'appropriation. C'est-à-dire, le projet doit être compris par les bénéficiaires, qui sont ici la population congolaise. Et pour qu'il soit compris, pour qu'ils puissent adhérer à cela, surtout qu'il y a beaucoup d'intox qui viennent de l'autre camp, qui essayent donc de désorienter les gens, je suis obligé d'aller au contact avec la population. Et au contact avec la population, toute occasion est bonne. Je m'en vais dans des écoles, dans des universités, je m'en vais dans des églises. C'est pour vendre l'idée, pour que les gens aient l'occasion de poser des questions. C'est ça que j'essaye de faire. Donc, je développe l'appropriation de la loi Tchani au sein de la population congolaise. Je vous informe que dans une semaine, c'est le tour du Bas-Congo, du Congo central. Je vais aller partout là-bas pour parler aux gens et afin qu'ils puissent poser des questions et qu'on puisse... J'ai même vu la fille de Kasavubu appuyer votre loi. Je suis reconnaissant à l'égard de maman Justine Kasavubu qui a fait une déclaration très raisonnable pour appuyer donc la loi. Je voudrais remercier aussi les compatriotes qui sont membres du Forum des intellectuels congolais de l'extérieur, qui ont émis aussi donc une déclaration. Je voudrais remercier les évêques œcuméniques, c'est l'ensemble des églises différentes qui ont endossé donc la loi. Je voudrais remercier l'évêque Mukuna, l'évêque, le pasteur Kass, qui ont compris l'objectif donc de notre démarche. La campagne continue. Nous allons être ce week-end ici, je ne suis pas à liberté d'annoncer, mais ce week-end ici, on sera donc dans une grande église encore pour pouvoir donc parler avec les fidèles. Merci, docteur Noël Tchani, Modianvita, acteur politique. Vous serez encore candidat président de la République? Nous sommes en train d'étudier sérieusement la question, mais je ne suis pas en liberté d'annoncer une décision aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons des priorités et la priorité, c'est faire passer cette loi. Immédiatement après cela, je vous promets deux choses. Une grande décision donc là-dessus, mais surtout l'annonce de ce plan pour relancer l'économie du jamais vu. Merci, Monsieur Noël Tchani Modianvita, ancien candidat président de la République, vrai Congolais des pères et des mères. Et fier de l'être.
auteur de la proposition de loi Tchani. Vous étiez sur votre chaîne CSS Télévision, Canal Studio satellitaire, la chaîne de la maman nationale. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je vois Monsieur Philémon, l'homme sage de la chaîne, l'homme sage de la chaîne, et restez fidèle à nos programmes. Au revoir.